Donc rebonjour à tous. Voilà, normalement, là c'est bon. Est-ce que c'est mieux l'image? J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux l'image. Donc bonjour à tous, rebonjour du coup. Est-ce que c'est un peu mieux là l'image? Je crois. Voilà, donc j'attends que vous me redisiez si on m'entend bien, si on me voit bien. Pendant ce temps-là, je vais remettre ma boucle d'oreille. Bah non, j'en ai une troisième. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Je sais pas. Il se passe des choses bizarres ce soir. Bon anniversaire Henri, parce que ça fait un moment qu'il me dit que c'est son anniversaire. Je ne le connais pas, hein, mais je sais qu'il me suit. Donc il arrête pas de me dire que c'est son anniversaire, donc bon anniversaire. Voilà. C'est bon? Ok, c'est bon. Donc c'est parti. Donc, bonjour Marina, bonjour, je sais qu'il y a, j'ai vu des élèves de la nouvelle session de septembre qui vont devenir du coup thérapeutes formés à la méthode lucide dans 1 an et demi. Donc bonjour, et puis voilà, bonjour Henri, et bonjour Dalila qui n'a pas Facebook mais qui s'est lancé le défi de le regarder depuis je ne sais où. Bon allez, c'est parti. Donc, alors... Psy-Live spécial sur les TOC. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les TOC, en 2 minutes on va voir ce que ça veut dire. Donc c'est trouble obsessionnel compulsif. Donc en gros c'est quoi? C'est une personne qui a des TOC. En fait c'est quelqu'un qui a des comportements répétitifs et qui l'obsède complètement. Et en fait elle ne peut pas s'empêcher de les avoir. Et elle se dit, par exemple, qu'il faut absolument qu'elle les fasse parce que sinon, il va arriver un malheur. D'accord? Les TOC, et souvent, c'est complètement irrationnel, en fait. Donc, par exemple, ça va être vérifier 50 fois que j'ai bien fermé la porte de ma maison. Ça va être vérifier 70 fois que j'ai bien éteint le gaz, par exemple, dans ma cuisine. Donc, on voit bien que c'est complètement irrationnel puisqu'à partir du moment où on l'a vérifié 1, voire 2 fois, a priori, c'est bon. D'accord? Et la personne ne peut pas s'en empêcher. Ok? Et donc voilà. Et donc souvent, il y a une peur qu'il arrive un malheur si justement ce comportement, ce TOC n'est pas réalisé. Voilà, donc d'autres petits exemples. Il faut que je dise 10 fois poubelle avant de sortir la poubelle. Vous voyez, ce genre de truc. Et je pense que je vais un tout petit peu vous parler de la folie ce soir parce que parfois, notamment les TOC, peuvent donner un espèce d'aspect un peu fou à la personne qui les a. Parce que par exemple, avant de mettre mes lunettes de soleil, que j'ai prévues au cas où il y a du soleil, et ben, du coup je vais faire par exemple comme ça. Et après, du coup, c'est bon, je vais pouvoir les mettre. D'accord? Donc, vous voyez bien que tout de suite, ça donne un aspect un peu fou. Alors qu'en fait, on va se rendre compte, comme d'habitude, que ça n'est pas du tout un comportement fou et que ce comportement a clairement une explication, qu'elle est extrêmement logique et que vous allez voir, elle est très liée à la vérité. À une vérité que la personne ne connaît pas sur sa vie, sur son histoire, sur ses émotions, quelque chose qu'elle n'a pas réglé, qu'elle n'a pas regardé en face. Et je me suis fait une réflexion cette semaine. Ça fait un moment que je réfléchis à comment les gens deviennent fous, etc. Et en fait, la folie a beaucoup à voir avec l'absence de vérité, en fait, ou le déguisement par l'entourage de la vérité. D'accord? Et du coup, la personne commence à avoir des comportements bizarres, issus de choses qui se sont passées, mais dont elle n'est pas au courant, ou que les gens lui cachent, etc. Ok? Mais bon, on va pas rentrer dans les détails ce soir par rapport à ça. Donc, j'espère qu'à la fin de ce live, vous ne regarderez plus bizarrement les gens qui ont l'air bizarres dans la rue parce qu'ils ont des TOC et que vous aurez compris d'où ça vient et comment ils peuvent disparaître. Puisque oui, contrairement peut-être à ce que certains peuvent penser, ça n'est pas une fatalité de vivre avec ces TOC, ils peuvent disparaître. Clairement, je ne vais pas être une marchande de rêves ce soir et le chemin est souvent très difficile. Donc je ne sais pas si ce live va être très long puisque
En fait, si vous regardez ma page, en fait, j'ai déjà tout dit et vous savez tout sur les TOC, en fait. Puisque les TOC, c'est une des conséquences, pour moi, hein, clairement, de blessures émotionnelles d'enfance, parmi d'autres, en fait. D'accord? Donc, en fait, c'est une manière que la personne a trouvé de s'adapter à ce qui l'a traumatisé dans son enfance. La plupart du temps, bien sûr, elle n'en est pas du tout consciente, d'accord? Donc si vous me dites soit non mais Lucie, moi j'ai rien vécu de douloureux dans mon enfance, ou alors mon TOC n'est pas lié à un traumatisme, bah moi je vous parle depuis mon expérience, je vous assure que si, même si vous n'en êtes pas conscient, d'accord? Et je vais vous donner plein d'exemples ce soir, et vous allez voir à chaque fois que quand on trouve la blessure d'enfance, donc l'événement qui a traumatisé la personne et qui se cache derrière ce TOC, en fait, tout devient logique. Ok, donc par exemple, il y a une dame qui venait me voir parce que elle ouvrait et elle fermait les portes. Je pense que j'en avais parlé dans une petite story d'ailleurs. Avant de rentrer en fait dans un endroit, il fallait qu'elle ouvre et qu'elle ferme 3 fois la porte, d'accord? Donc vous imaginez bien que ça peut être compliqué, notamment dans les magasins. Il fallait qu'elle passe 3 fois, vous voyez par exemple dans les magasins où il y a une porte automatique qui s'ouvre, là il fallait qu'elle passe comme ça, aller-retour. Donc évidemment que, encore une fois, ça peut donner un aspect fou, alors que vous allez voir, la personne elle n'est pas du tout folle. Donc c'est très handicapant pour elle. Et donc malheureusement, elle a découvert en thérapie un traumatisme qu'elle avait complètement enfoui, qu'elle avait occulté, qu'elle avait été violée par un homme de sa famille et qu'elle avait voulu s'échapper de la pièce où ils étaient, et qu'en fait, quand elle a couru vers la porte, elle était toute petite, enfin elle était petite, elle a mis la main sur la poignée, et donc lui il est arrivé avec sa main, il l'a posée sur sa main à elle sur la poignée, et en fait, il l'a empêché de sortir. Donc, du coup, à la lumière de la prise de conscience de cet événement-là, elle a compris que, en fait, elle ouvre et ferme les portes 3 fois avant de rentrer quelque part. Et elle fait 3 allers-retours avant d'entrer dans un endroit où il y a des portes automatiques. En fait, c'est pour vérifier. Mais elle ne le savait pas, hein. Mais en fait, son cerveau, son inconscient, il vérifie qu'elle peut entrer et sortir à sa guise de l'endroit où elle va rentrer. D'accord? Puisque, évidemment, elle a été traumatisée par ce qui s'est passé, et donc son cerveau, il a dit, plus jamais je me retrouve coincée quelque part. Donc en fait, de manière très automatique, son cerveau a mis ça en place. Et de manière inconsciente. Enfin, après, elle a retrouvé que elle en avait conscience quand elle était petite de ce mécanisme-là, et du lien avec le viol, mais en grandissant, en fait, elle a occulté ce lien. Donc après, elle pensait faire ça, comme ça, voilà, par l'opération du Saint-Esprit. Comme beaucoup de gens qui souffrent des TOC, alors qu'il y a toujours une raison. Voilà. Donc, après, elle s'est souvenue que... parce que du coup, le souvenir, quand elle est rentrée chez elle, juste après ce traumatisme-là, et elle se souvient que dans sa chambre de petite fille, elle a commencé à ouvrir et à fermer des portes. Et elle a aussi commencé à ouvrir et fermer les portes de son armoire de poupée. Pourquoi? Parce que personne n'a rien vu, personne n'a réagi, personne ne l'a protégée, personne ne l'a écoutée, personne ne l'a prise dans ses bras, personne ne l'a consolée. Et en fait, le fait d'ouvrir et de fermer la porte de son armoire, elle avait la sensation que quelqu'un, parce qu'il y avait un mouvement, réagissait à ce qui lui était arrivé. Et que c'est comme si l'armoire lui ouvrait les bras et la prenait dans ses bras quand elle refermait les portes de l'armoire, et que du coup, ça lui permettait de se sentir moins seule dans sa chambre de petite fille. Vous voyez la logique de l'enfant, en fait, qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, en fait. Voilà, c'était comme si elle m'ouvrait les bras et qu'elle les refermait sur moi. Les TOC, c'était la seule chose qui me rassurait, puisqu'il n'y avait personne qui faisait attention à moi, qui se préoccupait de mes angoisses. Donc
après, en fait, elle a continué de manière obsessionnelle, en fait, à faire ces choses-là avec les portes. En plus, elle pouvait vérifier qu'elle pouvait ouvrir et fermer les portes de son armoire de poupée exactement de la même manière. Et en fait, elle explique qu'elle s'est accrochée à ça parce que, en fait, c'est la seule chose qui la rassurait, puisque, voilà, il n'y a personne qui l'a protégée, il n'y a personne qui l'a écoutée. Voilà. Donc, je comptais aussi. Ah oui, en fait, donc elle comptait. Alors, dans les TOC, il y a aussi beaucoup de gens qui comptent, d'accord, dans leur tête ou à voix haute, hein, comme ça. Et donc, elle explique que elle comptait parce que ça la rassurait, parce que je me disais que si je le faisais, ça irait mieux après. C'est comme ça que j'ai tenu. Ça me donnait l'espoir que après, bientôt, ça irait mieux. Adulte, voilà, elle s'est retrouvée du coup à compter de manière compulsive sans savoir pourquoi. D'accord ? Mais par contre, elle sentait que ça la protégeait, que ça la rassurait. Je me raccrochais aux petites choses pour me rassurer parce que je n'avais que ça. Donc, ce que je souhaite passer comme message, si pour vous il n'est pas encore évident, donc ce soir, ce que j'aimerais passer comme message, c'est que les TOC, comme n'importe quelle chose bizarre ou comportement qui est lié de près ou de loin avec nos émotions, est issu de traumatismes émotionnels, qu'ils soient passés ou présents. D'accord ? Voilà, donc cette personne-là, il lui est arrivé ça quand elle était petite, et donc elle a développé ce TOC. Mais elle aurait pu développer n'importe quel autre mécanisme d'adaptation qui aurait été un autre symptôme, un autre problème à l'âge adulte. Et là, par exemple, une addiction, parce qu'il y aurait eu tellement de souffrance à l'intérieur d'elle et d'émotions liées à ce viol qui ne seraient pas bien sûr sorties d'elle. Et donc, pour continuer à vivre malgré tout, elle aurait pu, en grandissant, devenir alcoolique, par exemple. Ou droguée à l'héroïne ou à je ne sais quoi, juste pour ne plus sentir la souffrance à l'intérieur. Et là, vous m'auriez dit, bah, Lucie, fais un petit live spécial sur les addictions. Mais en fait, tout ça, c'est la même chose, en fait. Ce sont des manières différentes de s'adapter à un traumatisme, à un psychotraumatisme, à un événement qui a blessé profondément, au moins émotionnellement, la personne, en fait. Et donc, tant que cet événement et la blessure laissée par cet événement, elle n'est pas cicatrisée, en fait, bah, du coup, l'adaptation que le cerveau a mis en place, elle continue. Mais en fait, tout ça, l'addiction, les TOC ou les phobies, ce sont des adaptations à des traumatismes émotionnels. D'accord ? Le cerveau, il se dit, ok, bon bah, qu'est-ce qu'on fait pour survivre à ce truc-là ? Bah tiens, on va développer des TOC et on va ouvrir et fermer des armoires de poupées, mon armoire de poupées, pour que je puisse tenir et me dire que voilà, il y a quelqu'un qui réagit, par exemple. Ou je vais compter en me disant que juste après, ça ira mieux. Et comme ça, les années passent et j'ai l'impression, enfin, je me raccroche à l'espoir que quand j'aurai fini de compter jusqu'à 50, ça ira mieux. D'accord ? Elle aurait pu développer plein d'autres choses. Elle aurait pu développer, par exemple, cette même personne, en ayant vécu exactement la même chose, elle aurait pu développer, par exemple, une phobie de la voiture. Ce qu'elle avait d'ailleurs, mais lié à d'autres traumatismes qu'elle avait vécu. Mais spécifiquement par rapport à ce traumatisme-là, elle aurait pu développer une phobie de la voiture, par exemple, parce que, étant donné que à ce moment-là, elle a été enfermée dans une pièce où on lui a fait du mal, et bien dans une voiture qui est en train de rouler, vous êtes aussi enfermé et vous ne pouvez pas sortir. Donc ça aurait pu rappeler à son cerveau la sensation d'être bloqué quelque part et elle aurait pu développer une phobie de la voiture. Et vous m'auriez dit, bah Lucie, est-ce que tu peux faire un petit live sur les phobies ? Vous voyez ? Mais en fait, vous voyez bien que c'est juste une manière différente, voilà, de s'adapter au traumatisme, en fait, tous ces problèmes. Mais qu'il y a tout le temps une vérité du traumatisme et que c'est ça, et que ça ne tombe pas du ciel, en fait. Moi, j'ai observé et j'observe encore tous les jours la logique de ces mécanismes-là.
Et comme par hasard, toujours, quand la personne est prête à faire le chemin, on trouve, alors pas du tout forcément un viol, mais un événement qui a été traumatisant pour la personne. Voilà. Elle aurait pu développer un comportement hypersexuel, puisque ce viol aurait pu mettre la croyance à l'intérieur d'elle, mon corps ne m'appartient pas, et les autres peuvent l'utiliser comme si, à leur guise, par exemple. Ok. Je ne vais pas développer ce point, même si je pourrais. Elle aurait pu développer autre chose, par exemple un comportement de mise en danger. D'accord, puisque certaines victimes de maltraitance, de torture, de violences sexuelles vont développer une anesthésie émotionnelle. Donc, c'est des enfants ou des adultes d'ailleurs qui ont eu tellement peur au moment des faits que pour ne pas mourir d'une crise cardiaque de peur, leur cerveau a coupé les circuits et les a amenés à être anesthésiés de leurs émotions, parce que si elles avaient ressenti cette intensité de peur, elles seraient mortes de peur en fait, d'accord? D'ailleurs, on dit pas morte de colère, morte de tristesse, non, on dit morte de chagrin, et mort de peur, on dit, hein. Si, mort de honte aussi, mais pas mort de dégoût. Tiens, c'est marrant, ça, j'avais jamais pensé à ça. Bon, bref, morte de peur. Donc, pour ne pas mourir de peur, leur cerveau, pour les protéger d'une crise cardiaque, les anesthésie de leur peur. Du coup, tant que cette blessure n'est pas guérie à l'intérieur d'elles, elles vont, certaines, vivre en étant coupées de leur peur, et donc anesthésiées. Et donc avoir des comportements de mise en danger, puisque quand je suis coupée de ma peur ne peut pas me mettre au courant qu'il ne faut pas aller dans telle situation, d'accord? Par exemple, ne pas aller, je sais pas moi, avec un sac d'or sur la figure dans le pire quartier des favelas du Brésil, ou de je ne sais où d'autres. Enfin, là vous allez me dire, c'est pas la peur, c'est le bon sens. Dans un quartier pauvre d'ailleurs, peu importe lequel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est d'accord que la peur, notre peur est là pour nous protéger et pour nous prévenir du danger. Eh bien, si vous avez été, si vous êtes anesthésié de votre peur, elle n'est plus là, vous n'allez plus la ressentir pour qu'elle vous prévienne d'un danger. Et donc, il y a des gens qui sont complètement, ils ont l'air complètement inconscients parce que ils se mettent dans des situations extrêmement dangereuses. Et d'ailleurs, après, s'ils sont agressés, on va les culpabiliser en disant, bah voilà, oui, mais en même temps, fallait pas te promener en mini-jupe à 5h du matin, je ne sais où. D'accord? Et clairement, ça n'est pas de leur faute. Et ça vient la plupart du temps de cette anesthésie émotionnelle issue d'un traumatisme précédent, dont la plupart du temps, ces mêmes personnes n'ont absolument aucune conscience. Et vous signe où vous voulez que non, il n'aurait rien arrivé, mais je veux dire, voilà. Pour avoir des comportements comme ça, il y a une explication. Ok. Voilà. Et donc, c'est vrai que parfois, les gens ils m'appellent et ils me disent, oui, mais est-ce que vous êtes spécialisé dans les TOC? Est-ce que vous êtes spécialisé dans les addictions? Est-ce que vous êtes spécialisé dans je ne sais pas quoi? Mais en fait, moi je suis spécialisée dans aider les blessures émotionnelles à cicatriser, puisque en étant spécialisée dans ça, et bien après toutes les conséquences de la non-cicatrisation des blessures en fait s'arrêtent quand la blessure est cicatrisée. Et étant donné que la plupart des problèmes à l'âge adulte, stress, angoisse, phobie, TOC, troubles du comportement alimentaire, addiction, problèmes relationnels, problèmes de relations toxiques, manque de confiance en soi, crise d'angoisse, stress, et j'en passe et des meilleurs, sont issus de blessures d'enfance non soignées. Donc si vous soignez les blessures d'enfance, ces comportements naturellement disparaissent. Du coup, vous l'aurez compris, pour voir vos TOC disparaître définitivement,
parce que même si c'est un long chemin, c'est possible, eh bien, il vous faudra aller soigner vos blessures d'enfance, même si vous pensez ne pas en avoir. Avec des thérapies, du coup, qui font spécifiquement ça. Parce que parler pendant 5-7 ans des événements douloureux de votre enfance, voilà, ça suffit pas du tout à les guérir. Et si ça vous intéresse de savoir comment les guérir, il y a un petit live sur YouTube, ce sera plus facile de le retrouver. Comment se libérer des émotions douloureuses. Voilà. Marina, si tu veux bien le mettre dans la description. Marina qui m'assiste pour modérer ce live. Et pour éviter que je ne sais qui marque des bêtises. Merci Marina. Voilà. Et donc si ça vous intéresse aussi, Marina, je veux bien que tu mettes aussi le lien pour les coordonnées des thérapeutes lucides. Les thérapeutes que j'ai formés et qui pourront vous aider spécifiquement à ça. Alors n'hésitez pas à me poser des questions, d'accord, dans les commentaires. N'hésitez pas, je pense que j'aurai le temps d'y répondre. Donc oui, Adassa, quel beau prénom, si c'est votre prénom. Voilà. Mais oui, c'est intéressant de voir le lien entre la phobie. Enfin, vous voyez, tout est lié en fait, de manière extrêmement logique. Et en effet, ça va dépendre des individus. Alors parfois, c'est vrai qu'on me demande, mais comment ça se fait que une personne ayant vécu, par exemple, plusieurs personnes ayant vécu le même style d'événement traumatique, pourquoi il y en a un qui va développer une phobie, pourquoi il y en a un qui va développer un TOC, pourquoi il y en a un qui va développer une addiction, pourquoi il y en a un qui va se couper de ses émotions, pourquoi? Alors, je ne sais pas si j'ai le fond de la réponse, puisque vous l'aurez compris, je ne me pose que les questions qui m'aident à soigner les gens efficacement au quotidien. Sinon, je fais autre chose de ma vie et pour les autres choses. Donc voilà, mais bon, je me pose quand même des questions. Et donc, je me suis posé cette question, puisqu'on me l'a posée, pourquoi? Pourquoi il y en a un qui va choisir voilà, ce mécanisme d'adaptation à son traumatisme et une autre personne un autre? Alors, déjà, personne ne vit le même traumatisme. Ça se passe jamais de la même manière. Même si c'est le même fait, viol, violence physique, manque d'amour ou je ne sais quoi d'autre, à chaque fois, c'est différent. C'est fait différemment. Les paroles dites sont différentes. Les ressentis, même s'ils peuvent être similaires, ils vont être différents. La manière de vivre la chose va être différente. D'ailleurs, sinon on entendrait toujours la même chose, les gens qui font mon métier. Alors que pas du tout, quand on va dans l'expression du ressenti profond de la personne, quand elle exprime profondément ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, dans l'ultra détail, parce que ça c'est une partie qui soigne beaucoup, et bien en fait on se rend compte que voilà, les faits et la manière dont ça s'est... ce que l'enfant s'est dit, ce qu'il a ressenti pile à ce moment-là, à chaque fois c'est différent. Donc il y a ça, déjà c'est jamais la même chose. Et ensuite, il y a tout ce qu'il y a autour en fait, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'a vécu la personne avant ce moment-là, comment elle a été construite. Est-ce qu'elle a reçu de l'amour ou pas? Est-ce qu'elle a des repères autour? Enfin, voilà, ça dépend de plein de choses. Je pourrais me poser la question plus profondément parce que je pense que c'est très intéressant. Enfin, c'est intéressant comme question. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être avec là, pour le coup, moi qui n'aime pas trop parler de génétique par rapport aux blessures émotionnelles, là, peut-être que la génétique joue un petit rôle. C'est-à-dire que si... les gens sont tous alcooliques depuis des générations. Bah, voilà, pour m'adapter à mes traumatismes, peut-être que je vais avoir plus tendance à aller vers ce truc-là, par exemple. Ou alors si j'ai vu, voilà, sans parler de la génétique, si j'ai vu mon père boire toute sa vie, eh bien, voilà, de manière mimétique, je vais plus aller vers là. Même si, bien sûr, le fait de voir mon père boire toute ma vie peut être le traumatisme en soi. Ok. Voilà.
excusez-moi, j'hésite à vous dire quelque chose. Il y a des enfants qui sont torturés. Et le but, alors âme sensible, s'abstenir, la couper, parce que je vais dire un truc qui est très dur. Donc voilà, vous avez le temps. Là, vous êtes 18, je compte jusqu'à 5, c'est le moment de partir, si vous êtes sensible. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a 2 personnes qui sont parties, tant mieux. Il y a des enfants qui sont torturés et le but de leur tortionnaire, c'est de les amener à un état d'anesthésie totale par rapport à la peur. C'est-à-dire que le but est de faire que ces enfants soient totalement coupés de leur peur. Pourquoi ? Eh bien pour pouvoir, quand vous faites ça à un enfant, vous le transformez en robot et après vous pouvez faire ce que vous voulez de lui puisque il a tellement eu peur qu'il est complètement coupé de lui et anesthésié. D'accord ? Et donc par exemple, eh bien un enfant qui a vécu ça peut développer spécifiquement un comportement de mise en danger, étant donné qu'il est complètement anesthésié. Ok. Ou un enfant à qui on a fait, voilà, de manière extrêmement répétée peur, eh bien, dans la peur, il y a de l'adrénaline, donc on va droguer son cerveau à l'adrénaline et ça va pouvoir donner, par exemple, à l'âge adulte, un enfant qui est drogué à l'adrénaline. Donc chacun son adaptation. Il y en a un qui va devenir, je sais pas moi, sportif de haut niveau de sport extrême, donc il va avoir sa dose comme ça, et donc ça va être de manière socialement très acceptée, et ça va passer sous les radars. Et puis un autre qui va être addict aux relations violentes, pas du tout qu'il en soit responsable d'absolument aucune manière, mais du coup, de manière totalement inconsciente, son cerveau va aller chercher l'adrénaline que lui procure la violence de l'autre. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que l'on dit, certaines personnes avec des conjoints violents, ils retournent alors qu'elles sont parties et disent mais en fait je l'ai dans la peau, je peux pas m'empêcher de retourner avec elle, je peux pas m'empêcher de retourner avec lui. Oui, c'est logique parce que la personne en fait est droguée à l'adrénaline donnée par le comportement. Le problème c'est que ces personnes-là souvent ont l'impression que c'est par amour qu'elles y retournent et elles pensent aimer plus que tout la personne violente alors qu'elles sont juste droguées à l'adrénaline que le comportement de l'autre leur procure. C'est leur dealer en fait. D'accord. Donc voilà. J'ai répondu à une question, du coup, à cette question qui ne m'a pas été posée ou que par moi-même. Donc, alors, oui, pour vous débarrasser définitivement de votre TOC, en effet, la solution, c'est d'aller soigner les blessures issues d'événements traumatiques la plupart du temps de votre enfance, la plupart du temps, que vous soyez conscient d'avoir eu ces événements ou pas. Mais il y en a forcément. Et je dis bien, vous avez bien entendu, j'ai dit définitivement. Vous débarrasser définitivement. D'accord ? Parce que une séance d'hypnose, 10 séances d'hypnose, quelques séances d'hypnose, une thérapie cognitivo-comportementale qui va travailler directement sur le comportement sans aller chercher derrière l'origine, etc. Elle peut tout à fait diminuer l'intensité du TOC, elle peut même, pourquoi pas, le faire disparaître, sans aller soigner la blessure derrière, ok ? Mais le problème va forcément se déplacer autre part, dans un autre comportement, dans une autre émotion, d'une autre manière dans la vie de la personne. Pourquoi ? Eh bien parce que derrière les TOC, il y a un message en fait, c'est-à-dire que l'enfant que vous étiez, c'est une adaptation à un truc qui vous a blessé
Donc, pour que votre cerveau arrête de s'adapter, il faut aller soigner la blessure, parce que soigner la blessure, ce serait informer votre cerveau que, oh mon pote, en fait, tu n'es plus dans cette situation, en fait. Parce qu'en fait, ah oui, ça c'est vrai. En fait, toutes les blessures émotionnelles, en fait, c'est comme si il y avait une partie de notre cerveau, tant qu'on est blessé émotionnellement, tant qu'on a des traumatismes d'enfance pas soignés, c'est comme s'il y a une partie de notre cerveau qui est restée coincée à ces différents moments, en fait. Ça, c'est clair. Et du coup, on va agir dans notre présent comme si on était encore dans l'événement traumatique. Okay ? Et en fait, le fait d'aller soigner la blessure, notamment avec la méthode lucide, en fait, naturellement, ça va permettre au cerveau de se dire « Attends, en fait, je ne suis plus dans cette situation. » Et du coup, il va arrêter les mécanismes d'adaptation qui posent problème à la personne, puisqu'il va se rendre compte qu'il n'est plus dans cette situation. Mais attention, on est bien d'accord que je ne suis pas du tout en train de dire, mais alors pas du tout, que dans la thérapie lucide, on dit aux gens, mais madame, vous n'êtes plus dans cette situation, donc ça c'est un comportement qu'il faudrait lâcher quand même, parce que, regardez, il ne vous est plus utile aujourd'hui. Non, pas du tout. Parce que c'est pas, enfin je veux dire, si c'était aussi facile que ça, les gens ne sont pas débiles, ils le feraient eux-mêmes, il n'y aurait pas besoin de payer 60 ou 80 euros de la séance pour ça. Voilà. Mais avec la méthode lucide, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que le thérapeute aide la personne à aller soigner sa blessure d'enfance. Et en fait, naturellement, en fait, le cerveau, voilà, il arrête d'agir en fonction de ses blessures du passé, en fait, d'enfance ou du passé. Ok. Voilà. C'est comme si... donc... on vous a mis un coup de couteau dans le genou. Enfin, je dis n'importe quoi. On vous a cassé le genou, on vous a mis un coup de couteau dans le genou. C'est bizarre, mais admettons. Je sais pas si c'est ce qui me vient en tête. On vous a mis un coup de couteau dans le genou. Ok. Vous avez le genou blessé. Vous boitez du coude de l'autre côté. Vous appuyez plus sur l'autre jambe. Et du coup, ça vous fait boiter, ça vous embête dans votre vie, etc. Eh bien, quand votre genou va être réparé, quand la blessure à votre genou va être réparée, vous allez arrêter de boiter. Donc, c'est-à-dire que la conséquence de la blessure va arrêter, on est d'accord. Et pour toujours. Voilà. Eh bien, les blessures émotionnelles, c'est pareil. C'est-à-dire que la blessure émotionnelle, imaginons que c'est le fait d'avoir... Enfin, par exemple, ça va être, je sais pas moi, une maltraitance dans l'enfance. Ça va être le coup de couteau dans le genou. Donc la blessure, la personne va être blessée par cette maltraitance, donc elle va avoir à l'intérieur de son cœur des émotions douloureuses qui ne vont pas être libérées, et donc elle va toujours avoir cette blessure. Ok. Donc elle va développer par exemple comme mécanisme d'adaptation, comme le fait de boiter, elle va développer des TOC pour s'adapter à cette blessure. Et du coup, si on va soigner la blessure émotionnelle, eh bien le TOC disparaît, puisque le TOC étant le fait de boiter, dans ma métaphore là, eh bien si j'arrête d'être blessée, je vais arrêter de boiter, donc je vais arrêter d'avoir des TOC. Donc c'est pour ça que quand on soigne une blessure, le TOC ou l'autre symptôme s'arrête définitivement. D'accord ? Alors qu'avec d'autres thérapies qui peut-être vont convenir à certaines personnes, et tant mieux ou tant pis, j'en sais rien. Mais en tout cas, une thérapie qui ne va pas chercher et soigner la blessure d'enfance qui se cache derrière un problème, et bien du coup par rapport au TOC, ou par rapport à autre chose d'ailleurs, ça va être par exemple, ne pas, avec ma métaphore, ma comparaison là, ça va être par exemple ne pas soigner la blessure au genou, mais donner une canne. Voilà, une canne pour ne pas trop boiter. Et du coup, pouvoir vivre comme ça, par exemple. Vous voyez, ça va être vraiment... Bon, bah, on va pas aller régler le problème à sa source. Par contre, on va t'aider à vivre avec le mieux possible, ou on va essayer que tu arrêtes de boiter.
les thérapies qui ne vont pas à la source des choses ne vont pas aller soigner la blessure au genou profondément. Elles vont aider la personne à marcher, par exemple, avec une canne, en étant toujours blessée. Alors que des méthodes comme la méthode lucide, elles vont aller soigner la blessure au genou. Vous voyez la différence? Ok, je vois qu'il y a des questions, j'arrive. Alors, donc, voilà, le problème se déplacera forcément si on ne va pas soigner l'origine du problème. Et donc, notre cerveau, en fait, souvent les gens, ils sont énervés contre leurs symptômes, ils sont énervés contre leur toc, ils sont énervés contre leur angoisse, ils sont énervés contre leur colère, ils sont énervés contre leur addiction. Mais je veux dire, le cerveau, il a autre chose à faire que de nous faire avoir des comportements aussi destructeurs et aussi emmerdants. Il a d'autres choses à faire, en fait. Donc pourquoi il le fait? Eh bien, c'est parce que il veut que nous comprenions quelque chose, en fait. Il veut que nous allions soigner quelque chose. Il y a un message, en fait, derrière. Et tant qu'on ne l'aura pas compris, on aura d'autres problèmes. C'est tout. Donc oui, on peut, avec des thérapies qui ne travaillent que sur le présent, calfeutrer le problème, en fait, éviter les conséquences du problème. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'une thérapie du présent, qu'elle fonctionne ou pas pour vous faire changer, travaille sur les conséquences de la vraie souffrance et non pas sur la vraie souffrance. Vous voyez? Et ça peut tout à fait vous aider à moins souffrir. Ok. Donc, alors, il arrive souvent que derrière un TOC, il n'y ait pas qu'un seul traumatisme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir soit un énorme traumatisme avec plusieurs aspects du traumatisme qui se lient de manière extrêmement logique au TOC, ou alors plusieurs traumatismes. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le TOC disparaisse, il va falloir soigner tous les traumatismes qu'il y a derrière. Et parfois, c'est super long. Donc je ne dis pas du tout que c'est un chemin facile pour faire disparaître définitivement les TOC. Et que peut-être que pour plein de personnes, ce sera très bien d'aller faire des séances d'hypnose pour diminuer le TOC ou le faire disparaître momentanément ou même si le problème se déplace en fait. Je me souviens d'une dame, si je dis pas de bêtises, qui justement avait des problèmes d'insomnie. Elle allait voir un monsieur qui faisait de l'hypnose. C'était une jeune. Et du coup, donc il lui a fait une séance d'hypnose. Donc elle dormait. Par contre, elle tombait par terre. Voilà. Elle était dans sa journée de travail, etc. Et hop, elle tombait par terre parfois. Ok. Elle a commencé à travailler avec moi. Elle a commencé à découvrir des choses. Donc le message qui se cachait derrière ses problèmes. Et elle a arrêté parce que c'était pas le moment pour elle d'y aller. Mais en fait, voilà. Mais en tout cas, pour elle, c'était beaucoup moins handicapant de tomber par terre pendant la journée que de pas dormir en fait. Donc elle était plus à l'aise avec ce symptôme-là. Ok? Alors. Donc. Et je me souviens que un de mes profs d'hypnose, parce que j'ai fait de l'hypnose avant de développer la méthode lucide, il m'avait dit en fait ce qui est dans l'inconscient, il reste dans l'inconscient. Et même si, en effet, une séance d'hypnose va pouvoir travailler sur un problème spécifique, eh bien, il n'était pas... Enfin, je veux dire, il était d'accord avec le fait que de toute façon, le problème se déplacerait, puisque l'origine n'était pas traitée. Mais il disait, bah c'est pas grave en fait, les gens viendront nous voir tous les mois. Ah, super, bah oui, parce que pour un problème, après t'enlèves ce problème, mais vu que t'as pas réglé la blessure émotionnelle qui se cache derrière, bah, tu vas avoir un autre problème dans ta vie, donc tu retournes voir le gars qui fait de l'hypnose, etc. Pourquoi pas, hein, moi ça me parle pas du tout, mais pourquoi pas. Et il m'avait dit, je me souviens, ce qui est dans l'inconscient reste dans l'inconscient. Donc en gros, on va pas au fond, on va pas voir au fond ce qui se passe.
Mais du coup, en effet, avec des thérapies qui vont vraiment soigner totalement les blessures d'enfance qui se cachent derrière les TOC ou d'autres problèmes, on ne sait pas en fait à quel moment le TOC il va disparaître. Puisque on ne sait pas si derrière ce TOC se cache un événement traumatique ou 100. Et donc, si ça se trouve, il faudra soigner les 100 blessures d'enfance avant que ce TOC il disparaisse. Donc, en fait, on ne sait pas en fait quand est-ce que ça disparaît. Ok. Par contre, ce qu'on sait, c'est que d'aller soigner vos blessures d'enfance, ça ne va pas juste faire diminuer ou disparaître vos TOC. Ça va tout changer dans votre vie. Quand je dis tout, c'est tout, mais dans le bon sens du terme. Enfin, quand je dis tout, tous les trucs qui vous embêtent, quoi. C'est dans le bon sens du terme que ça va changer les choses. Ça va faire que vous allez avoir confiance en vous, ça va faire que vos relations seront saines et sereines, ça veut dire que vous ne serez plus angoissé, vous n'aurez plus de stress. Donc, vous voyez, avoir ce que chacun veut, en fait. Est-ce que tu veux travailler quelque chose de spécifique dans ton présent, essayer que ça, voilà, ça arrête, ou tu veux faire un grand chantier pour aller au fond et te soigner complètement? Chacun ses possibilités. Est-ce que c'est le moment pour vous ou pas? Est-ce que c'est votre souhait ou pas? Ça, c'est vraiment à chacun de voir. Ok. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Par contre, si vous allez au fond de vous en soignant les blessures émotionnelles, là par contre on est sûr à 1000% que tous les TOC vont disparaître. Hein. Ça c'est ok. Par contre, dans combien de temps et à quel point le chemin sera difficile pour y arriver, ça, Dieu seul le sait, ou ses copains, ou je ne sais qui d'autre. Alors, très important, parce que peut-être que vous me regardez et que vous me dites, mais attends, oui ok, moi peut-être je me souviens d'avoir été traumatisée en tant qu'enfant. Alors quand je dis traumatisée, c'est d'avoir vécu des choses difficiles qui me touchent encore aujourd'hui. Eh bien, et parfois, en fait, les TOC ne se mettent pas directement en place après les traumatismes d'enfance. Ok? C'est-à-dire que je vais être traumatisée pendant mon enfance. Donc, par exemple, je sais pas moi... on va prendre la dame de tout à l'heure, là. Donc, elle a été violée par un homme de sa famille. Elle a commencé à ouvrir et fermer les portes de manière compulsive pour être sûre de pouvoir s'échapper d'une pièce. Ok. Elle a développé ce TOC-là juste après le traumatisme, juste après l'événement. Mais il y a beaucoup de personnes qui développent leur TOC des années, voire des dizaines d'années après les faits auxquels ils sont reliés. Donc, elle aurait pu passer 20 ans sans TOC et à un moment donné, développer des TOC. Et donc, bien sûr, le lien entre l'événement qui est à la base et les TOC, le lien il est beaucoup plus difficile à faire puisque la correspondance, vu qu'ils ne sont pas collés temporellement, c'est beaucoup plus difficile de les relier. Mais en fait, on se rend compte que c'est lié. Alors, pourquoi le TOC ne se développe pas directement après le traumatisme? Ben, ça peut être pour plein de raisons différentes. Ça va être par exemple que... par exemple, cette personne, imaginons qu'il y a une énorme angoisse, de la terreur, de la peur, de l'angoisse, qu'il lui arrive quelque chose qu'elle a à l'intérieur d'elle après avoir été violée petite, ou torturée petite, ou maltraitée, ou je ne sais quoi d'autre, frappée. Donc elle a une énorme angoisse à l'intérieur d'elle que ça recommence par exemple, mais cette angoisse arrive à être contrôlée pendant des dizaines d'années. Donc son esprit, ses mécanismes de défense arrivent à les contrôler pour plein de raisons différentes qu'on ne va pas développer là maintenant. Et puis voilà, elle grandit, elle a des enfants, je ne sais pas quoi. Et puis au bout d'un moment, eh bien son angoisse, elle n'arrive plus à la contrôler. Du coup, ça remonte et là, de manière compulsive, elle va se mettre à faire des choses qui la rassurent de manière obsessionnelle, ça va donner des TOC. Donc pourquoi ça peut être? Ça peut être par exemple parce que c'est une mère de famille qui était tellement occupée
que elle n'était jamais connectée à l'angoisse qu'elle avait au fond d'elle, parce qu'elle était tout le temps occupée, donc elle ne passait pas 5 minutes avec elle. Et donc là, ça remontait pas, et donc, voilà, elle arrivait à vivre comme ça. Sauf que, ses enfants étant devenus grands, ils partent de la maison, et là, elle se retrouve avec du temps pour elle, et donc face à elle-même. Et là, l'angoisse qui n'a pas été écoutée, et dont on ne s'est pas occupé depuis des dizaines d'années, remonte. Et là, du coup, elle est obligée son cerveau est obligé de trouver quelque chose pour gérer ça, en fait. D'accord ? Ça peut être parce que... pourquoi ça va se déclencher à un moment donné ? Parce que la personne va être plus vulnérable dans sa vie, parce que il va y avoir un autre événement de sa vie qui va venir réveiller cette blessure. Et du coup, la personne va être submergée par l'émotion. Et elle ne va pas comprendre pourquoi elle réagit de cette manière à cet événement de sa vie. Parce que vraiment, l'émotion est énorme. L'événement de sa vie peut-être aussi. Mais vous voyez, eh bien, c'est parce que voilà, toute l'émotion qui n'a pas été digérée de l'enfance, eh bien, du coup, remonte à ce moment-là. Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre. Ou parce que l'événement au présent, voilà, lui rappelle, vient réveiller la blessure qui n'est pas soignée. Ok, donc ça peut être pour plein de raisons différentes. Ok. Vous voyez, par exemple, il y a un monsieur, c'était extraordinaire, dans la logique, je veux dire. Un monsieur qui était venu me voir parce que il n'arrivait pas... Il avait la phobie de ne pas s'endormir. Donc du coup, c'est comme ça qu'il avait dit ça. Donc c'est la phobie de ne pas s'endormir. Donc il n'arrêtait pas d'être stressé, de ne pas pouvoir s'endormir le soir. Donc vous imaginez bien que du coup, sa phobie l'empêchait de s'endormir tellement il n'arrêtait pas de penser au fait qu'il n'allait pas pouvoir s'endormir. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que... Donc moi je lui ai demandé clairement, c'est quoi le pire en fait ? C'est quoi le problème si tu ne peux pas t'endormir ? Et donc il me dit d'être fatigué le lendemain. Ok ? Et c'est quoi le pire si tu es fatigué le lendemain ? Alors, il m'a pas répondu aussi simplement. Il a fallu que je le travaille un peu, que je pose mes questions extrêmement précises, etc. Et du coup, il me dit donc c'est quoi le problème d'être fatigué ? Eh bien, c'est que demain je serai fatiguée. Et c'est quoi le problème que demain vous allez être fatigué ? C'est que je pourrais pas me contrôler. Ok. Qu'est-ce que vous pourrez pas contrôler si vous êtes fatigué ? Mes émotions. Ok. Donc en fait, cet homme-là, il avait plein d'émotions douloureuses à l'intérieur de lui. Il redoutait qu'elles remontent et de ne pas pouvoir les contrôler. Mais de tout ça, il a pris conscience en séance. Je veux dire, dans sa tête, c'était pas du tout clair. Il pensait juste avoir la phobie de s'endormir. Donc, en fait, il avait plein d'émotions pas digérées à l'intérieur de lui. Et du coup, il était terrorisé à l'idée d'être fatigué parce que s'il est fatigué, il a moins d'énergie à l'intérieur de lui pour contrôler et maîtriser ses émotions. Et en fait, pour lui, c'était la panique que des émotions pas digérées qu'il avait au fond de lui remontent. Ok. Donc, évidemment, la solution, c'était d'aller, qui me paraît logique, d'aller libérer toutes les émotions de son passé qui étaient piégées à l'intérieur de lui et qui menaçaient à chaque fois de remonter. Parce que au moins, si toutes ces émotions sont libérées, il n'y a plus rien à contrôler. Donc en fait, on s'en fiche si on est fatigué ou pas, puisqu'il n'y a pas d'énergie à avoir pour contrôler. Mais clairement, lui, c'était... je pense qu'il aurait plus voulu que je l'aide à bien tout faire taire là. Mais moi, c'est pas mon métier, je fais pas ça. Voilà, je sais pas faire. Puis en plus, j'ai pas du tout envie de faire taire ce qui hurle au fond des gens. Ça me parle pas du tout. Mais je comprends que c'était pas le moment pour lui. Et peut-être ça le fera jamais. Ok, voilà. Voilà, et puis il y a des angoisses qui apparaissent. Ah bah oui, moi mes angoisses elles sont apparues. Quand je suis arrivée en retraite je sais plus à quel âge est la retraite, mais on s'en fiche. Mes angoisses elles sont apparues depuis que je suis en retraite. Donc là les gens ils se disent mais attends, ça veut dire que les angoisses sont liées à la retraite. Mais pas du tout en fait. Oui, non mais attends, c'est l'angoisse de se dire que
j'ai rien à faire. Mais je veux dire, ça, c'est pas le fond du problème, en fait. C'est quoi le fond du problème? C'est quoi le problème si t'as rien à faire? Et en fait, si on creuse, on se rend toujours compte qu'il y a un truc profond à l'intérieur des gens qui s'est réveillé, par exemple, au moment de la retraite, parce que j'avais plus des trucs pour remplir ma vie et pour pas être à l'écoute de moi, en fait. Ok? Mais donc avec toutes les conséquences que les gens ignorent que ça a, de laisser des trucs comme ça au fond d'eux, qui sont pas soignés. C'est pas gratuit hein, de pas aller soigner ces blessures d'enfance. Et d'y aller aussi d'ailleurs, c'est pas gratuit. Ok. Il reste encore des trucs à dire, dis donc. Hein. Donc, comment se libérer de ces tocs? Aller voir un thérapeute formé au traitement des blessures émotionnelles, clairement. Alors, malheureusement, je suis désolée pour ceux qui ont des tocs. C'est qu'en fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les tocs, c'est l'un des symptômes qui est le plus long à faire disparaître en thérapie. Et souvent, c'est lié à des choses qui sont vraiment les plus profondes en fait. Donc, c'est vrai que c'est pas un symptôme facile. Et souvent les choses les plus dures à affronter pour les gens. Et donc, c'est souvent qu'ils ne vont pas au bout du chemin et qui restent toute leur vie avec leur toc en fait. Alors, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, je suis personne pour le dire, mais voilà. Alors, le thérapeute, comment il va faire il a plusieurs options. Enfin, il a plusieurs options. C'est plutôt la personne qui a plusieurs options. Mais pour la thérapie, il y a plusieurs chemins possibles. Soit la personne, elle décide, voilà, clairement, de soigner toutes ses blessures d'enfance. Donc, dans toutes ces blessures d'enfance, il y aura forcément celles qui provoquent les tocs. Et du coup, à ce moment-là, ils disparaîtront, on ne sait pas quand pile les blessures d'enfance qui se cachent derrière les tocs seront soignées. Ok. Soit le thérapeute, il s'oriente directement à aller rechercher et soigner les blessures d'enfance qui se cachent derrière le toc. Sauf que, là vous allez voir, c'est très intéressant. Le problème, c'est que peut-être que, je sais pas moi, quelqu'un arrive en disant, voilà, j'ai des tocs, je sais pas, bon bref, j'ai un toc, sauf que, si ça se trouve, c'est un traumatisme enfoui, d'accord? Alors, ah bah si, j'ai mis un exemple. Très bien. Par exemple, le toc de la personne, c'est qu'elle veut toujours tout contrôler avec des listes. Voilà, tout est parfaitement rangé chez elle. Il n'y a rien qui doit bouger. Okay. Et imaginons que ça peut être le résultat d'une maltraitance qui a été subie bébé, durant laquelle la personne a subi sans rien pouvoir contrôler. Et donc, en réaction, son cerveau, vu que la personne elle était totalement impuissante bébé et qu'elle a été maltraitée, et ben son cerveau il a dit ok, qu'à cela ne tienne, dès que j'aurai l'âge de tout pouvoir contrôler, eh bien je vais tout contrôler mon environnement en fait, d'accord, avec l'idée inconsciente que voilà, si j'arrive à tout contrôler, plus jamais je serai dans une situation où je subis quelque chose que je ne veux pas subir, d'accord, pour ne pas revivre la situation horrible que la personne a vécue. Ok. Sauf que le problème c'est que la personne qui vient vous voir, elle a tout oublié, par exemple. Du fait qu'elle a été maltraitée bébé, parce que d'ailleurs elle était trop petite pour s'en souvenir. Donc voilà, pour elle, il n'y a pas de problème. Donc son toc, en fait, il arrive comme un cheveu sur la soupe dans sa vie. Bonjour madame la psychologue, enlevez-moi mon toc, merci, au revoir. Ok ? Et imaginons que la maltraitance bébé, elle a été faite par la mère de cette personne, qui, par exemple, a toujours eu beaucoup de colère à l'intérieur d'elle, et qui, lors d'une soirée arrosée, elle a pris son bébé, elle a fait n'importe quoi avec elle, et elle a laissé sortir toute la colère comme ça d'un coup, une fois, et après c'est tout pour toute la vie. Sauf que, du coup, la personne, connaissant sa mère gentille, a des très bonnes relations avec sa mère,
n'a aucune conscience de ce que sa mère lui a fait quand elle était bébé. La relation se passe très bien avec sa mère, elle s'entend très bien avec elle la voit régulièrement. Ok. Sauf que, si on veut faire disparaître le TOC avec la méthode lucide, il faut aller soigner la blessure qui se cache derrière, on est ok. Sauf que pour soigner une blessure, il faut 3 choses. Il faut l'acceptation, enlever la culpabilité et accueillir les émotions. Ok. On ne peut pas soigner une blessure tant qu'on a oublié l'événement. C'est pas possible. De manière très logique. En fait, il faut savoir ce qui te rend triste pour arrêter d'être triste. D'accord ? Parce que une tristesse, c'est un message. Donc, si tu sais pas de quoi tu es triste, le message pourra jamais être entendu et donc ta tristesse pourra jamais partir. De manière très claire. Mais je sais qu'il y en a qui disent que oui, on peut tout à fait soigner des blessures sans en avoir conscience. Moi, je suis pas du tout d'accord. Donc, l'acceptation pour soigner une blessure, c'est très important. Par exemple, si quelqu'un est mort, tant qu'on refuse d'admettre qu'il est mort, on ne pourra jamais se libérer de la tristesse qu'on a au fond de nous de sa mort. Enfin, je veux dire, si tu te dis, machin, je suis triste que machin soit mort, mais je me dis qu'il n'est pas mort, en fait, c'est parce que tu vas admettre et accepter qu'il est mort, ça va te permettre de pleurer complètement ta tristesse et de t'en libérer, d'accord ? Si tu refuses la réalité des choses, tu ne peux pas soigner les blessures laissées par cette réalité que tu ne veux pas admettre, d'accord ? Ça va pas. Donc du coup, pour que cette personne, elle soigne la blessure qui se cache derrière son TOC, qui est liée à la maltraitance qu'elle a subie bébé, il faut qu'elle retrouve la conscience de cette maltraitance bébé. On est d'accord ? Sinon, elle ne pourra pas soigner la blessure laissée par la maltraitance de bébé, puisque soigner la blessure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, aller entendre toutes les émotions du bébé à ce moment-là. Et c'est complètement possible, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui de comment on retrouve les traumas bébés, bref. Mais du coup, soigner la blessure bébé, ça va être ça, ça va être écouter tout ce que le bébé il a à dire. Et qu'il n'a pas pu dire, qu'il n'a pas pu être transmis à quelqu'un d'autre, et donc ça n'a pas pu être libéré. Mais sauf que pour faire ça, il faut que la personne adulte, elle retrouve la conscience de ce qui s'est passé bébé. Ah oui, mais sauf qu'elle s'entend hyper bien avec sa mère, qu'elle pense qu'elle lui a jamais rien fait de mal. Donc vous imaginez le travail qu'il y a à faire pour passer de « ma mère est super sympa, j'ai une relation, je l'appelle tous les jours », à elle m'a ultra maltraitée un jour quand j'étais bébé, elle me l'a jamais dit, et ça a gâché ma vie jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez le 360 degrés qu'il faut faire avec le cerveau, enfin que la personne a à faire avec son cerveau. Donc vous imaginez bien que ça ne peut pas se faire en 5 minutes et que c'est un travail énorme et qui va changer toute la vie de la personne. Donc voilà, il faudra que la personne se souvienne. Et donc la personne elle dit oui, bah moi je vais enlever mon TOC, je vais enlever mon TOC, je vais enlever mon TOC. Mais si ça se trouve, en tant que thérapeute, le cerveau de la personne il va pas nous laisser directement aller à ce traumatisme enfoui là, tout simplement parce que la personne n'est pas prête. Mais elle-même, elle n'est même pas au courant qu'elle n'est pas prête. Parce que pour elle, elle est à milieu d'imaginer que son TOC vient de ce truc-là. À milieu d'imaginer que sa mère l'a maltraité bébé, vous voyez. Donc peut-être que la thérapie n'aura pas d'autre choix que de commencer par des choses plus conscientes. Par exemple, voilà, donc là le travail ne peut pas commencer par le fond en fait. Donc par exemple, la personne, je sais pas, cette personne-là va se rendre compte que sa relation en fait avec sa mère, ah bah tiens, elle est peut-être pas si idéale que ça. Ok, peut-être qu'elle va se rendre compte que ce qui lui paraissait normal jusqu'ici en fait ne l'est pas, d'accord, parce que par exemple elle va dire oh oui non mais c'est vrai que parfois ma mère elle me dit ma petite boule ou la naine, mais bon c'est des petits surnoms sympas. Ah d'accord, ok, et ça vous fait quoi quand elle vous dit ça? Ah bah ça me fait mal. Attendez, c'est bizarre, comment ça se fait que des petits surnoms sympas ça vous fasse mal? Vous trouvez ça logique, vous? Bah non. Ok, donc ça vous fait quoi exactement? Okay. Et vous lui avez déjà dit que ça vous faisait mal quand elle disait ça? Oui, mais elle dit que oh là là, il faut toujours que je fasse mon intéressante. Ok, d'accord. Ok. Donc, d'accord, donc elle est au courant
que ça vous fait souffrir, et pourtant elle continue, c'est ça? Oui. Ok. Ok. Voilà, et en fait, on va trouver comme ça peut-être d'autres exemples qui vont permettre à la personne de regarder en face certains comportements de sa mère, et du coup, voilà, par exemple, de commencer à prendre du recul par rapport à sa mère, si jamais c'est son choix et si jamais c'est judicieux pour elle. Et du coup, voilà, là on va aider la personne à petit prendre confiance en elle, à écouter ce que son cœur lui dit par exemple, et à dire bah attends oui en fait ça me blesse, et en fait c'est moi qui ai raison de dire que ça me blesse puisque ça me blesse en fait. Donc là il y a un problème quelque part puisque j'arrête pas de dire à cette famille que leur surnom me blesse, et en fait ils me disent oh c'est bon arrête de faire ton intéressante, ou t'as qu'à aller voir ailleurs s'il y a une famille qui est mieux, enfin vraiment une manière, une forme de maltraitance psychologique en fait. Donc là la personne va commencer à prendre conscience de ça, et ça va lui permettre de moins idéaliser sa mère et de commencer le chemin pour peut-être un jour être prête à découvrir la maltraitance subie bébé. Et vous imaginez le travail qu'il y a à faire pour enlever un toc qui certes lui pourrit la vie, mais voilà. Et pour faire plein d'autres choses, hein, bien sûr, parce que du coup la personne là en fait elle se rendait même pas compte, mais elle souffrait de plein de choses, de comportement dans sa famille, ce qui l'empêchait d'avoir confiance en elle et plein d'autres choses. Mais vous voyez le travail qu'il peut y avoir à faire en fait. Et les gens, ils n'en ont aucune conscience bien sûr. Et ils vous disent bonjour, bah moi je veux enlever un toc en fait. Combien de séances ça va prendre? J'en sais rien. Vous voyez bien. Ah non mais moi je veux... Parfois ils viennent, ils disent ça. Ah non mais moi j'ai juste un petit toc, je voudrais l'enlever, hein, juste ça. Bon, clairement je suis pas la thérapeute indiquée pour ces gens-là. Alors là je vais faire ce que je sais faire. Parce que souvent ils me disent oui mais du coup ça a vachement bien marché avec ma copine. Oui mais en fait c'est parce que ta copine elle est allée au fond. Moi je ne sais faire que ça. Et en fait, ils se rendent pas compte aussi. Eux, ils pensent qu'il y a que ça qui va pas bien. Je veux dire, là, pour notre exemple, il n'y a pas du tout que ça qui va pas bien. La personne, elle s'écoute pas, on la maltraite, elle s'en rend pas compte. Donc c'est vrai, ça doit être vrai dans ses relations avec ses parents, avec sa mère, mais aussi bien sûr dans d'autres relations, puisqu'elle pense qu'il y a des choses qui sont normales, qu'on la traite comme on la traite. Ok ? Voilà. Mais donc vous voyez bien que une thérapie qui va essayer de travailler spécifiquement sur le TOC, et qui peut-être va y arriver, c'est pas du tout le même travail qu'une thérapie qui va soigner la blessure d'enfance qu'il y a derrière. En fait, c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout le même esprit. Et chacun choisit la thérapie qu'il souhaite. Mais voilà. Même si c'est difficile, est-ce que vous voulez aller entendre l'enfant que vous étiez, même si c'est horrible ce qu'il a à dire et que ça va faire mal, mais il y a tellement de libération derrière. Mais c'est un chemin qui est très difficile, et la plupart du temps, il y a des vérités qui sont très difficiles à affronter, parce que, par exemple, pour cette personne, si depuis petite, elle se fait traiter de naine et de petites boules et de je ne sais quoi d'autre, voilà, sa famille va descendre de son piédestal, et elle va commencer à voir ses parents, par exemple, ou sa mère différemment, à se rendre compte que, attends, en fait, elle n'est pas aussi gentille que ça, avec tout ce que ça engendre, en fait. Mais de vérité, et de difficulté à avoir cette vérité. En fait, ce chemin de soigner ses blessures d'enfance, c'est un chemin vers la vérité, qui n'est pas forcément agréable à voir ni à ressentir. Je lis la phrase que j'ai marquée parce qu'elle est vachement bien. Mais c'est par le fait d'accepter cette vérité que vient la liberté et la libération de tous les symptômes, en fait. Et vous voyez tout à l'heure en début de live, quand je vous disais que je me suis rendu compte que la folie est beaucoup liée à l'absence de vérité. Puisque en fait, la folie c'est quoi ? La folie c'est, entre autres choses, une méga adaptation, une multiple adaptation à de multiples traumatismes d'enfance la plupart du temps. Donc d'événements réels
et qui ne sont pas soignés. Et souvent, on fait passer les gens, l'entourage fait passer les gens pour fous parce que ils ont des adaptations à leur traumatisme qui peuvent paraître un peu bizarres, quoi. Comme par exemple, si j'ai des tocs avec mes lunettes de soleil et que je fais ça 5 fois avant de mettre mes tocs, avant de mettre mes lunettes parce que je me dis que comme ça il va rien m'arriver, par exemple. Mais c'est clairement, enfin, je veux dire, quelqu'un qui est obligé de faire ça en disant ah là là c'est bon, comme ça personne il va rien m'arriver, c'est forcément pour se rassurer et qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé avant. Ok. Il y a une vidéo que j'aimerais bien vous partager là, que j'ai vue il y a pas longtemps sur YouTube. C'est une dame qui raconte que elle est née, sa mère l'a maltraitée et elle s'est toujours sentie extrêmement mal, avec la sensation qu'il y avait un problème au niveau de sa naissance, qu'il y avait quelque chose qu'elle ne savait pas, etc. Et elle a demandé pendant des années à sa mère, mais il y a un problème au niveau de la naissance, de ma naissance, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Elle a été extrêmement mal. Elle a même été en hôpital psychiatrique pendant 10 ans. Elle a été soignée pour paranoïa. On lui a dit ah, mais vous avez un problème de paranoïa avec votre mère. Sa mère lui disait mais ma pauvre fille t'es complètement folle, il n'y a rien du tout comme secret autour de ta naissance. Donc on l'a diagnostiquée paranoïaque, la nana, on l'a tartée de médicaments pendant 10 ans en la faisant passer pour folle, et un jour, des années après, elle a su la vérité. Et ce que son cœur lui disait qu'il y avait un problème au niveau de sa naissance, c'était vrai. Voilà. C'est la nounou qui a avoué, et en fait sa mère n'était pas sa mère. Et mais voilà, les psychiatres, ils ont dit hop, parano, roule ma poule et un fou de plus. Et en fait, cette dame n'était pas du tout folle, c'est qu'il y avait un problème de vérité sur son histoire qu'elle ne connaissait pas. Un jour, il y a une dame qui m'a dit je préfère me dire que je suis folle plutôt que de regarder en face la perversité de mes parents. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, le cerveau humain, il a deux choix. Soit je regarde la vérité en face, qui est insupportable, de mon entourage, de mon passé, de mes parents, de qui vous voulez, de ce que vous voulez, en rapport avec mon histoire. Soit je regarde en face ce qui est insupportable à regarder en face, soit je me dis que c'est moi le problème et que je suis folle, et qu'on m'a pas fait ce que j'ai l'impression qu'on m'a fait, qu'il s'est pas passé ce que j'ai l'impression qu'il s'est passé, que mes parents sont pas aussi méchants que ce que j'ai l'impression, et il vaut mieux que je pense que je suis folle. Vous voyez ? Souvent, l'être humain, il devient fou parce que c'est la moins mauvaise option pour lui à ce moment-là, quoi. Mais bon, ah oui, il faudrait que je fasse un live sur la folie, ce serait vachement intéressant. Ok. Oui, ce serait très intéressant, tiens. J'en ai jamais fait, je crois. Alors, pourquoi, quelle bonne question. Pourquoi faire ce chemin qui a l'air si difficile si d'autres thérapies peuvent enlever le symptôme ? Bah oui, c'est vrai. Pourquoi s'embêter, franchement ? Bah, parce que pendant que vous souhaitez faire cette... Oui, bah oui, voilà, c'est pour entendre ce qui pleure au fond de vous, en fait. Et en fait, vous êtes le seul à pouvoir aller le chercher avec l'aide d'un thérapeute, en fait. Et tant que vous ne ferez pas ça, eh bien, en fait, il y aura énormément de conséquences. Si on reprend notre exemple de la dame là, qui a été maltraitée, qui a subi des maltraitances bébé par sa mère, et qui a tout oublié, et qui a développé voilà, des tocs, et elle contrôle absolument tout dans sa vie, si elle ne fait pas ce travail d'aller chercher ce qui se cache derrière son comportement, de tout contrôler, donc elle ne va pas avoir conscience que sa mère l'a maltraité bébé, et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Parce qu'on pourrait dire « Oh non, mais moi je veux pas aller chercher dans mon passé, moi je veux juste régler mon toc. » Ok. Mais par exemple, cette dame-là, si elle a un enfant, elle va le confier à sa mère, puisqu'elle a oublié ce que sa mère lui avait fait à elle. Et donc, si ça se trouve, sa mère va faire pareil à son enfant, en fait. Voilà. Donc, c'est des conséquences très graves. Ça va être, par exemple, que cette personne, vu que sa mère, un jour, lui a fait très très peur, et qu'elle a toujours gardé cette peur à l'intérieur d'elle tant que
sa blessure n'est pas soignée, eh bien elle va perdre tous ses moyens dès qu'il y a une femme plus âgée qu'elle devant elle. Donc elle va perdre ses moyens devant sa patronne, elle va perdre ses moyens dès qu'il y a quelqu'un de plus âgé, avec plein de conséquences dans sa vie, admettons en fait. Un problème de confiance en soi et d'écoute de soi, bien sûr, avec toutes les conséquences que ça a. Enfin, voilà. Ah bah, je croyais qu'il allait pas durer longtemps le live là, mais en fait j'ai plein de trucs à vous dire. Bon, je vais faire un peu vos questions. Alors, Mido, pas forcément, il y a toujours un événement traumatique durant l'enfance. Alors j'ai pas compris, du coup, la phrase. Forcément ou pas forcément du coup? Pour moi, forcément. Mais la plupart des gens n'en sont pas conscients. Ils l'ont oublié. Alors, mon fils comptait énormément de manière compulsive. C'est un TOC alors? Adassa. Je sais pas. Et puis entre nous, je m'en fiche. Non pas que votre fils comptait de manière compulsive, mais comment on appelle quelque chose en fait? Moi je m'en fiche puisque en fait l'essentiel n'est pas là en fait. Qu'on l'appelle un TOC ou autre chose, l'essentiel est de comprendre qu'il y a une souffrance derrière et que l'important c'est d'essayer de la comprendre pour que ce comportement arrête en fait. Mais moi c'est vrai qu'avec les diagnostics et les ranger dans des cases les problèmes en fait, je m'en fiche en fait. Avec tout mon amour hein, bien sûr Adassa. Adassa, ok. Addiction et TOC, je me rends compte que cela dépend des individus, voilà. Quelle adaptation on choisit. Voilà, Marina vous a mis le live « Comment se libérer des émotions douloureuses » qui explique comment dans la méthode lucide on soigne les blessures et les contacts des thérapeutes lucides si jamais vous souhaitez aller soigner vos blessures d'enfance. Puisqu'avec moi, il n'y a plus de place. Bonjour Lucie. Bonjour Dalila. Alors, vous avez fait le lien entre le trauma de cette dame et ses rituels compulsifs avec les portes. Oui, le premier exemple du live. Mais qu'en est-il des personnes dont la thématique des TOC a changé, s'est déplacée plusieurs fois depuis le début des premiers TOC? Quelle bonne question. Je vous pose cette question car je suis concernée durant ces 32 dernières années. Mes obsessions et mes compulsions ont changé à de très nombreuses reprises. En fait, j'ai envie de dire peu importe, puisque il y aura toujours une manière, un fil conducteur qui va nous permettre ou permettre au thérapeute d'aller au fond de vous. Et donc, quand vous aurez la révélation des événements, eh bien, vous comprendrez les liens. Alors, avec les nouveaux TOC ou les anciens, de toute façon, il y a une logique. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce serait très intéressant de savoir. Posez-vous la question peut-être, qu'est-ce que vous redoutez si vous ne faites pas le TOC? Parce que, vous voyez par exemple, il y a une dame, elle sortait plus de chez elle parce qu'elle ne voulait pas se retrouver dans un endroit et faire un malaise. Et vous savez quel était le problème à ça? Je lui disais, mais c'est quoi le pire en fait si vous faites un malaise? Eh bien, c'est que je serais dans une situation où j'aurais besoin qu'on m'aide et j'ai peur d'être toute seule et qu'il n'y ait personne pour m'aider. Donc, on voit que ce qu'elle craignait spécifiquement, c'était de se retrouver dans la même situation puisqu'elle avait été maltraitée enfant et elle s'était retrouvée à un moment donné en situation où elle avait eu besoin d'aide et où il n'y avait personne pour l'aider. Donc en fait, Dalila, peut-être de toute façon, on ne va pas s'intéresser au TOC en lui-même. On va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu te dis quand tu es en train de le faire. Et c'est ça qui va nous donner le lien avec le traumatisme la plupart du temps. Ok. Abid. Bonsoir. Est-ce que l'aspect culturel d'une société peut changer le degré d'efficacité d'une technique thérapeutique, quoi que ce soit le trouble psychologique? Est-ce que l'aspect culturel d'une société peut changer le degré d'efficacité d'une technique thérapeutique?
Quelle bonne question. Alors, moi, j'ai pratiqué la thérapie en Argentine, par exemple. Il n'y a pas eu de souci. Alors, peut-être qu'il faudra l'adapter en fonction peut-être des croyances religieuses. Mais la logique, il y a toujours une logique quelque part. Je me souviens d'un jour, une dame, c'était pas une thérapie, on avait discuté au téléphone et elle m'avait dit il y avait quelque chose avec Dieu. Et elle me disait en gros, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais dans mes souvenirs, c'était si Dieu m'a mis la peur. Non, j'ai peur de mourir, mais si Dieu a mis la mort, si Dieu a créé la mort, c'est qu'en gros c'est bien, donc elle culpabilisait d'avoir peur. Parce que d'avoir peur d'un truc que Dieu avait créé, la mort. Un truc comme ça. Et je sais plus comment on avait fait vite fait pour déconstruire ce truc en fait, mais il y a toujours une logique en fait. C'est-à-dire que peu importe les éléments, la logique, il y aura toujours une logique. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Catherine. Bonjour Catherine. Les TOC viennent-ils essentiellement de traumatismes enfouis? Alors, souvent, mais pas que. Si j'ai le temps, là, je vous donnerai un exemple d'ailleurs d'un monsieur qui c'était un traumatisme. Attends, est-ce que non, c'était un traumatisme enfoui, pardon. Non, c'était un traumatisme enfoui. Ah bah oui, c'est vrai. C'était un traumatisme enfoui. Eh bah oui. Ouais, oui, il y a quand même beaucoup de traumatismes enfouis. Hein. Je suis en train de penser à tous les gens qui ont eu des TOC et que j'ai suivis. Alors peut-être pas tous, hein, mais dans mon expérience, c'est vrai que. Bon bref, ce monsieur, c'était, il avait il pouvait pas prendre sa voiture. Donc on pourrait dire il a la phobie des voitures. Mais bon, en fait, vous voyez bien qu'on s'en fiche en fait de comment on appelle les choses. C'est ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement et comment on peut faire que ce fonctionnement disparaisse, ce comportement difficile pour la personne disparaisse. Donc ce monsieur, il avait la phobie de la voiture parce que en fait, il s'arrêtait tous les 50 mètres, il descendait de sa voiture et il vérifiait s'il n'avait écrasé personne. Donc comportement obsessionnel, répétitif, irrationnel. On est dans les TOC. Si ça a une importance pour quelqu'un d'appeler les comportements TOC. Et en fait, ce qu'on a trouvé, et ce qui a fait qu'il a arrêté d'avoir ce comportement-là, c'est que quand il était petit, il y a un homme de sa famille qui lui a fait croire que c'était de sa faute. En fait, l'homme de sa famille a tué son animal de compagnie. L'adulte, l'homme, le tueur de l'animal de compagnie, lui a fait croire à ce petit garçon qu'il était que c'était de sa faute si son animal de compagnie était mort. Et donc, il a grandi avec l'idée qu'il était coupable de la mort de quelqu'un. Et donc, il était terrorisé que ce traumatisme se reproduise. Et donc, encore une fois, d'être coupable de la mort de quelqu'un. Et donc, c'est pour ça qu'il n'arrêtait pas de descendre de voiture pour vérifier s'il avait écrasé personne. Et il avait totalement oublié ces faits-là. Il avait oublié pas mal de trucs de son enfance. Il avait tout flouté, son enfance. Donc voilà. Vous voyez ? Et le lien encore. Toujours extrêmement logique. Y a-t-il des degrés dans les TOC ? C'est-à-dire, ça veut dire quoi des degrés ? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Bien sûr. C'est-à-dire que y a des gens qui vont avoir des TOC qui vont les faire apparaître aux yeux du public complètement fous, alors que j'espère que vous avez compris qu'en fait ils ne sont pas du tout. Même si eux-mêmes souvent le pensent parce qu'ils n'ont pas cette compréhension de pourquoi ce comportement les habite. Mais oui, bien sûr qu'il y a des degrés. Pensez-vous, hein, est-ce qu'il y a chacun d'entre vous qui m'écoute là, est-ce que vous avez dans votre vie voilà, des comportements
qui sont irrationnels, que vous ne pouvez pas vous empêcher de réaliser. Est-ce qu'ils sont répétitifs? C'est ça la définition des TOC. Mais peut-être que, voilà, à moindre échelle, il y en a pas mal qu'en ont. Et puis je pense qu'il y en a, il y a certains TOC qui sont beaucoup plus acceptés socialement, donc qui passent plus inaperçus peut-être aussi. MJ. Entièrement d'accord avec vous, après avoir essayé des séances d'hypnose et autres pour les TOC et TCA, mes TOC ont diminué, mais mes TCA ont considérablement augmenté et je me suis mise à fond dans le sport, trop selon mon entourage, à m'en blesser physiquement. Tant que la source du problème n'est pas réglée, la racine de l'arbre et les branches, tout cela ne disparaîtra pas. Exactement. Seulement apaisé selon les périodes de la vie. J'hésite de plus en plus à venir vers un thérapeute lucide à force de regarder les livres et les lives et les vidéos, car je comprends de plus en plus de choses et merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc Arnaud nous dit je n'aime plus Dimitri Durand. Ok Arnaud. C'est vrai, je vous ai manqué, Abdelghani. Oh, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Bah oui, c'est vrai que, vous voyez, je vous mets des rediffusions pendant les vacances et puis voilà, je fais une petite pause. C'est bien les petites pauses quand même, puis comme ça je reprends, voilà. Dalila, vous dites que la thérapie lucide pour les TOC est particulièrement longue. Quelle est l'étape la plus longue? Alors, c'est pas forcément une étape, c'est-à-dire que... vous voyez là dans l'exemple que je vous ai donné où la personne avait été maltraitée bébé par sa mère un jour comme ça et qu'elle avait des super relations à sa mère, et bien vous voyez que là ce qui va être long c'est la prise de conscience de la possibilité. Vous imaginez ce que ça va lui... Pardon, je me suis coupée, mais... Vous imaginez le travail que ça va lui demander de passer de... Ma mère est idéale, je m'entends super bien avec elle, c'est la meilleure mère du monde, etc. à... en fait, elle m'a maltraitée enfant. Peut-être même, elle voit que je vais pas bien depuis toutes ces années, mais elle me dit rien pour se protéger, par exemple. Donc ça veut dire qu'elle ne m'aime pas, ou je sais pas ce que la personne va en déduire, mais vous imaginez le chemin qu'il y a à faire, et ça peut pas se faire en 5 minutes, et ça va changer toute la vie de la personne. Donc en fait, la vision de la vie de la personne ne peut pas changer en 5 minutes. Donc quand vous me demandez quelle est l'étape la plus longue, comme je vous disais, en fait, souvent les TOC, ils sont liés à des blessures qui sont dans le fond. Donc si la personne, elle est ultra prête à aller dans le fond directement, donc notamment à découvrir des traumatismes enfouis, si jamais c'est des traumatismes enfouis, bah ça va peut-être aller plus vite, mais en même temps, si ça se trouve, un TOC est lié à plusieurs traumatismes enfouis, donc peut-être qu'il faudra tous avoir fini de les soigner pour que le TOC disparaisse, vous voyez. C'est dans ce sens-là, en fait. Alors, je ne sais pas spécifiquement quelle est l'étape la plus longue. Je dirais peut-être clairement, en fait, l'acceptation de la vérité, en fait. La possibilité d'envisager la vérité. Puisque, bien sûr, tout ce qui est enfoui est par définition incroyable par le conscient. Tout ce que les gens, ils ont enfoui, c'est le pire de ce qu'ils auraient pu imaginer, souvent avec des personnes qu'aujourd'hui ils aiment. Vous voyez? Donc, c'est ça qui prend du temps, en fait. C'est d'être prêt à ce que toute votre vie change. Il y a des gens qui coupent les ponts avec leur famille alors qu'ils avaient des super relations avec elle. Il y a des gens qui... Tout change, en fait. Donc... Mais c'est un chemin qui amène une telle force intérieure qu'après les gens, en fait, ils sont autosuffisants, ils n'ont plus besoin de personne, même s'ils peuvent avoir envie d'être avec du monde. Il y a une personne qui a presque fini sa thérapie lucide il n'y a pas longtemps qui me disait, mais en fait, je sais en fait que j'ai besoin de personne et je sens que j'ai besoin de personne, mais j'ai envie d'être avec les gens. Vous voyez, c'est cette force-là, en fait, qu'une thérapie qui va au fond
peut permettre. Alors, j'ai fini de répondre à votre question, ça c'est bien. Alors, oui, alors, c'est vrai que les TOC, ça va souvent prendre plus de temps qu'autre chose parce que... Mais encore une fois, les TOC, c'est une adaptation comme une autre à des traumatismes. Demandez-vous si vous avez des TOC, de quoi j'ai peur ou comment je me sentirais si je ne fais pas ce truc-là. Et la réponse à cette question vous renvoie forcément de manière directe ou indirecte à votre traumatisme, que vous en soyez conscient ou pas de l'avoir vécu. J'ai lu la question de Dalila, du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc oui, voilà. Vous aurez, si vous répondez à cette question, vous saurez le lien avec l'événement à l'origine du TOC. L'événement traumatique à l'origine du TOC. Donc, et ça c'est vrai, pas que pour les TOC en fait. C'est-à-dire que si vous êtes super jaloux de votre mari, posez-vous la question en fait. De quoi j'ai peur exactement? J'ai peur qu'il me quitte. Comment je me sentirais s'il me quitte? Abandonné. C'est que vous l'avez été. On ne craint que ce qu'on a connu. Sinon on n'y pense pas. Pourquoi il y a des gens qui ont peur d'être abandonnés et d'autres non? Bah, juste parce qu'il y en a qui l'ont été, donc ils n'ont pas envie de l'être de nouveau parce qu'ils se souviennent comment ça fait mal, et il y en a d'autres qui ne l'ont pas été, donc en fait ils se posent même pas la question, ils s'en fichent. Tout ce dont on a peur, on a été traumatisé par ce truc-là, qu'on en soit conscient ou pas, parce que tout le monde n'est pas conscient d'avoir été abandonné. Ça peut être occulté, ça peut être dans certaines circonstances, ça peut être bébé, ça peut être... Vous voyez, mais il y a toujours quelque chose. Et bien sûr, quand c'est soigné, on n'a plus peur que ça arrive. Voilà. Donc j'ai encore quelques exemples. Avant que tout le monde parte, 1er octobre, Psy Live. Nous allons faire un live le 1er octobre sur la complexité des sentiments des enfants violés par leurs proches, puisque on pourrait penser que voilà, c'est binaire en fait, il n'y a que des émotions douloureuses, et on va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc si ça vous intéresse. Dalila, du coup, votre complément de question. Dans ce cas, qu'est-ce qui fait que la thérapie lucide est particulièrement longue pour enlever les TOC? Alors en fait, c'est pas, je comprends votre question, c'est pas la thérapie lucide qui est particulièrement longue, c'est le fait d'aller au fond du vase en fait qui est long. C'est-à-dire que forcément que ça va prendre plus de temps d'aller jusque tout au fond que d'aller jusque là. Et en fait, souvent les TOC sont liés avec des émotions qui sont au fond de votre vase. Parce que souvent, c'est les émotions les plus douloureuses et les faits les plus douloureux à regarder en face. Et du coup, il y a des symptômes qui sont plutôt liés à quelque chose de surface. Par exemple, le fait d'avoir été abandonné ou pas aimé ou rejeté, souvent c'est des faits conscients. Donc ça va être souvent plus rapide d'aller les soigner. Et donc forcément, les symptômes liés à ces traumatismes-là, d'avoir été rejeté ou d'avoir été pas aimé, vont plus rapidement disparaître, puisque ça va être plus facile d'aller soigner les blessures. C'est dans ce sens-là, en fait. Mais c'est pas que la thérapie lucide spécifiquement, elle est longue pour soigner les TOC. C'est qu'en fait, c'est ce chantier, en fait, qui est long, et surtout que les TOC ont un lien avec des émotions douloureuses et des traumatismes qui sont souvent très au fond, qu'ils soient enfouis ou pas. Et donc forcément, c'est plus long de sortir tout ce qu'il y a au fond. Parce que souvent, il faut aussi sortir ce qu'il y a au-dessus pour sortir ce qu'il y a au fond, mais pas tout le temps. Alors que quelqu'un qui sait qu'il n'a pas été aimé, par exemple, et qui a un symptôme de dépendance affective, donc qui
va de manière compulsive, une femme qui va de manière compulsive avec les hommes, par exemple, d'accord? Parce qu'en fait, elle essaie de combler un manque d'amour à l'intérieur d'elle, et du coup, voilà. Son problème, c'est la dépendance affective, oui. Je vais tout le temps avec n'importe qui, etc. Je voudrais arrêter de faire ça. Ok, on se rend compte que, en fait, c'est pour combler un manque d'amour à l'intérieur d'elle. Et si elle est consciente, par exemple, de ne pas avoir été aimée par ses parents, bon, bah, il n'y a plus qu'à soigner la blessure de ne pas avoir été soignée par ses parents. Ce qu'en méthode lucide, on sait très bien faire. Si la personne est prête, bien sûr. Et donc là, eh bien, en plus, c'est pas enfoui, donc il n'y a pas de chemin à faire pour accepter que ses parents ne l'ont pas aimé, par exemple, puisque ça c'est déjà accepté, ok. Donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser pleurer la tristesse, enlever la culpabilité de ne pas avoir été aimé s'il y en a. La blessure de ne pas avoir été aimé va être soignée, et du coup, la personne aura comblé ce manque d'amour en soignant cette blessure, et donc elle n'aura plus besoin d'aller chercher de l'amour à l'extérieur, donc elle n'ira plus coucher avec n'importe qui, vu que ça c'est un comportement qui la dérangeait. Et donc, vous voyez là, le symptôme lié à la blessure disparaîtra. Okay, mais les tocs, souvent, c'est plus au fond. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Dalila? Héritier Moutombo. C'est votre prénom, Héritier? Je connaissais pas si c'est le cas. Comment faire disparaître les tocs chez un enfant à l'âge de 15 ans? De la même manière que ce que j'ai dit dans ce live, sauf que souvent, étant donné que c'est des choses derrière qui se cachent, qui sont enfouies, voire difficiles à accepter, parfois 15 ans, c'est pas l'âge pour s'en rendre compte parfois. Vous voyez, si on prend notre exemple de tout à l'heure de la dame qui a été maltraitée bébé par sa maman, bah peut-être que son inconscient il va faire blocage et qu'elle va avoir la sensation vraiment de vouloir avancer en thérapie, mais que son inconscient il dira non attends les gars là c'est trop risqué, parce que si elle habite encore chez ses parents et qu'elle dépend encore de sa mère, son inconscient ne va pas la laisser prendre conscience de la vérité, parce que si elle prend conscience de la vérité alors qu'elle est encore dépendante de sa mère, vous voyez, ça va être insupportable de continuer à vivre avec et de dépendre de quelqu'un en sachant ce qu'elle lui a fait. Vous voyez, donc peut-être que ce ne sera pas le moment en fait pour aller chercher la vérité. Mais il y a toujours une vérité à chercher derrière un toc. Dalila, de quoi j'ai peur si je ne ritualise pas? Je me suis posé la question durant des dizaines d'années en vain. Ah bon? Ok. Dans ce cas, est-ce que le thérapeute lucide peut nous aider à trouver cette peur? Ben oui. Ou alors il fera autrement, ça c'est son métier. Hein. Est-ce une étape difficile et longue de la thérapie? Non, normalement ça c'est... Non. Normalement ça c'est le début et c'est pas long. C'est pas cette étape-là qui est longue. À moins que on se rende compte que en fait il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui ne veut pas trouver la réponse à cette question, parce que si je trouve la réponse à cette question, ça va me faire avancer finalement vers une vérité que peut-être j'ai pas envie de savoir. Ça peut être ça aussi, je ne sais pas. Voilà, c'était intéressant ce soir. Enfin, moi j'ai trouvé ça intéressant en tout cas. Est-ce que vous voulez 2-3 exemples de TOC? Mais allez-y, si vous voulez me poser des questions, c'est le moment. Puis du coup, 1er octobre. Oh non, attends, j'ai un autre truc à vous dire. J'ai créé un programme là que je vais sortir courant septembre, si ça vous intéresse. Pour les parents qui sont en train de divorcer, ont divorcé il y a longtemps, ou bah voilà, sont en train de divorcer ou ont divorcé il y a peu de temps ou il y a longtemps. Ce programme il s'appelle Comment ne pas traumatiser vos enfants quand vous divorcez en fait. Comment faire pour qu'ils ne traînent pas le divorce de leurs parents comme un boulet toute leur vie avec les conséquences que ça peut avoir. Donc il y aura 4 modules avec voilà, chacun pourra acheter. Du coup c'est un truc à vendre là pour le coup. Enfin c'est un truc à acheter en l'occurrence. Il sera sur mon site internet alapsyschool.com et du coup dedans j'ai mis en tant que parent quoi dire exactement quand
quoi dire exactement quand vous divorcez, qu'est-ce qu'il faut surtout pas dire, comment aider votre enfant à ne pas être traumatisé quand il assistait à vos disputes en tant que parent, comment faire pour contrer, si votre ex est manipulateur, comment faire pour contrer la manipulation et que l'enfant il ne soit pas le jouet pardon, de votre ex. Voilà. Ok, donc je ferai une petite vidéo pour dire quand est-ce que c'est apparu, voilà, si ça vous intéresse. Je vous informe. Ok, bon, je vous donne 2-3 exemples des TOC sur les TOC et puis rendez-vous du coup 1er octobre sur la complexité des émotions ressenties par les enfants qui sont violés par des gens qu'ils aiment en fait. Parce que je me souviens un jour, il y a quelqu'un qui m'avait dit bon bah voilà, quand quelqu'un a été violé, enfant, bon bah voilà, il est triste d'avoir été violé, en colère, et puis il a eu peur, et puis c'est bon quoi. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça. Exemple, bon je vois que vous restez, ça doit vous intéresser les exemples. De TOC. Ah oui, alors là c'est un grand exemple d'une dame qui gentiment m'a autorisé à partager son histoire. Donc je vous la lis. Donc voilà, une consultante a été terrorisée par son père durant toute son enfance. Elle avait occulté toutes les horreurs qu'il lui avait fait. Donc en thérapie, elle les a retrouvées. Et elle a compris plein de choses. Et notamment, elle a compris pourquoi, dans sa vie quotidienne, elle détestait que les choses ne soient pas là où elle les a mises, ou elle détestait que les choses ne soient pas à leur place, etc. Donc regardez pourquoi. Donc son père... Il éteignait la lumière quand j'étais aux toilettes. Donc vous voyez, c'est plein de petites choses pour semer la terreur. Et malheureusement, prise une par une, on peut dire à l'enfant, non mais c'est bon, je veux dire, c'est rien du tout, hein. T'as pas d'humour. Même quand il enlevait son pull, ça me faisait peur. Donc il lui a fait les pires horreurs. Même quand il enlevait son pull, ça me faisait peur. Bah, parce que notamment, il la violait, donc dès qu'il se déshabillait, elle était terrorisée. Je ne pouvais même pas colorier parce qu'il fallait toujours que je lève les yeux pour voir ce qu'il faisait. Bon, pour ceux qui sont sensibles, c'est le moment de partir aussi. C'est très fatigant et sombre de tout le temps avoir peur et d'avoir peur sans bruit. Il fallait analyser tout ce qu'il faisait pour savoir si après il fallait avoir encore plus peur et essayer de fuir. Même quand il n'essayait pas de me faire peur, j'avais peur. J'avais peur dès que je me réveillais. Je regardais si mes draps n'étaient pas sales. Et après, j'avais peur toute la journée et même la nuit. J'avais peur même quand il n'était pas là parce qu'il pouvait surgir à tout moment. Il fallait lutter pour que ma tête ne fasse pas dodo. Parce que si ma tête faisait dodo, je m'en voulais parce que je lâchais la surveillance. La peur par surprise, la peur à tout moment. Il me faisait boue. Je me méfiais de tout. Si je ne savais pas où était rangée ma serviette de table, ça m'inquiétait. Vous voyez ? Et on peut dire d'un enfant, non mais il est complètement zinzin, cet enfant, il est toqué. Et je veux dire, il y a une raison en fait. Pour tous les comportements que vous ne comprenez pas et qui ont l'air illogiques, il y a une logique. Et souvent, elle n'est pas belle. La vérité qui se cache derrière, c'est pas tout le temps ce qu'a vécu cette dame, mais il y a toujours une logique. S'il y a quelque chose pas comme d'habitude, ça m'inquiétait. Parce que c'est peut-être lui qui commence à jouer. Si c'est pas comme ça doit être, je commence à respirer fort et j'ai froid sous le nez, comme avant de m'évanouir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si ce n'est pas comme je veux, si tout n'est pas rangé à sa place, ça ne va pas et ça me met en colère. Vous voyez tous les gens qui sont toqués avec l'ordre de manière obsessionnelle et colérique. Il y a une raison. À chaque fois que j'avais peur, c'est comme si mon cerveau allait exploser. Ça fait mal à la tête et aux yeux. Je n'osais pas cligner des yeux parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer pendant que j'ai les yeux fermés. Du coup, ça brûle. Vous
voyez, petite parenthèse, hein, quand on m'explique oui, mais les faux souvenirs, qu'est-ce qu'on en fait? Non, mais franchement, sans déconner. Genre, ça s'invente pas des récits comme ça. Vous voyez, pourquoi je dis que les faux souvenirs de viol n'existent pas? C'est parce que, en fait, les gens, quand vous êtes prêts à les écouter, c'est tout le temps ce genre de détails qu'ils vous racontent. Par contre, si vous leur dites non, non, mais ça c'est faux, ça c'est un souvenir, un faux souvenir, oh bah alors là, vous inquiétez pas. Ils vont vous dire oui, oui, bien sûr, j'ai inventé. Parce qu'en fait, c'est tellement insupportable à l'intérieur d'eux et même eux-mêmes n'osent tellement pas croire à ce qu'ils racontent que bien sûr que eux aussi préféraient que ce soit faux. Et à partir du moment où un thérapeute, j'ai envie de dire, croit aux faux souvenirs, à la théorie des faux souvenirs, pour moi en tout cas, il n'est pas un thérapeute qui permet aux gens de se sentir en sécurité pour lâcher des bombes comme ça, en fait. Donc, parce que de partager avec un autre être humain de telles horreurs, vous imaginez à quel point la petite fille, elle a besoin de se sentir en confiance. La petite fille à l'intérieur de la personne, ou le petit garçon, elle a besoin de se sentir en confiance parce que c'est tellement douloureux ce qu'elle raconte que le moindre doute dans le regard ou dans la parole de celui qui écoute serait fatal et peut détruire quelqu'un tellement c'est insupportable et tellement ça fait mal. En fait, imaginez que la théorie des faux souvenirs, ça met en doute la parole de gens qui ont vécu des trucs aussi atroces que ça. Et c'est comme si croire à la théorie des faux souvenirs, c'est comme dire à un enfant qui a vécu des trucs horribles comme ça se trouve ce que tu racontes c'est pas vrai. Alors que c'est vrai. La preuve. Un discours comme ça ne s'invente pas. Donc, je respirais vite et fort quand j'avais peur, mais il ne fallait pas faire de bruit pour pouvoir tout entendre. J'étais forte à ça, à pas faire de bruit en respirant. Je mettais des pièges, des ficelles, des traits autour des objets pour être sûre qu'ils n'aient pas bougé. Je faisais des traits autour des objets avec une craie. Il ne fallait pas que le trait se voie. Je faisais un trait juste en dessous de la boîte ou en dessous des objets. J'avais une boîte à pierres magiques. Je ramassais des pierres dans la rivière. C'était pas n'importe quelle pierre. C'était des pierres que je voyais briller, mais qui ne brillaient pas en vrai. Mais je voyais leur lumière. Je mettais ces pierres dans la boîte. Et quand c'était vraiment trop difficile, je prenais une pierre dans ma main et ça apaisait mon cœur et mon souffle. Ça détendait mes muscles et ça me permettait de descendre de cet état d'explosion. La pierre ne brillait pas, mais pour moi, c'était une évidence que c'était celle-là qu'il fallait ramasser. J'en avais 3 qui ne servaient pas au même moment. Il y en avait une qui servait quand j'avais mal, une qui servait quand ma tête allait exploser. Ces 2-là, elles me servaient en état d'urgence. Et il y en avait une qui servait à me donner de l'amour. Non mais... Vous voyez, quand on parle de la théorie des faux souvenirs, en fait, j'ai juste envie de faire... Parce qu'en fait, les gens, ils sont complètement à côté de la plaque, mais complètement à côté de la plaque. Pour savoir où étaient les objets, je faisais une croix du coup sous l'objet et une sur l'objet. Et quand je posais l'objet, du coup, il fallait que les croix soient l'une sur l'autre. Donc elle en faisait une sur la table et une sur l'objet, comme ça elle posait et elle savait comme ça où étaient placés les objets. Donc là on pourrait dire que c'est un toc, vous voyez. Et écoutez ce que ça lui permettait de faire ça. Ça me permettait de me dire que je faisais quelque chose. C'était des pièges pour lui. Par exemple, j'avais dessiné une petite pomme pour le sucre, sur le sucre, pour être sûre que le sucre était du sucre, parce qu'il mettait du sel à la place du sucre. Donc parfois j'avais des yaourts salés. Donc ça le faisait rigoler. Je mettais de la ficelle à ma poignée de porte pour savoir s'il était rentré dans ma chambre ou pas. Mais en le racontant, je me rends compte qu'il pouvait la remettre après être rentré. Mais sur le coup, je pensais que ça marchait mes pièges. Et que je fasse ça, ça les faisait rigoler. Je me rends compte aujourd'hui en le racontant que mes pièges ne fonctionnaient pas. Mais c'était déjà bien pour une petite fille de 3 ans.
Il me découpait le cerveau en 1000 morceaux. Il les mettait dans le désordre. Et je comprenais plus rien. Il me déstructurait. Il me rendait folle à petit feu. Et donc, vous voyez, tout ce qu'elle maîtrisait, ça lui permettait de garder la structure, en fait. Voilà. Donc, allez-y. Venez me raconter la théorie des faux souvenirs. Je vais vous expliquer. Parce que des récits comme ça, j'en ai 15 000. Mais encore une fois, c'est si on creuse. Parce qu'il y a même les gens, avec, on va pas en parler ce soir, mais avec la sensation d'irréalité, avec la dissociation, qui doutent de ce qu'ils ont vécu. Notamment parce que quand les viols avaient lieu la nuit, il y a même des enfants qui pensent que c'était un cauchemar. Ou même des parents violeurs, ou la maman qui arrivait à côté, après, et qui disait, quand le papa avait violé, par exemple, t'inquiète, c'était un cauchemar. Comme ça, elle s'en souviendra pas, comme ça lui fera pas de mal. Donc l'enfant pense lui-même qu'il a rêvé. Et donc que c'est pas vrai. Donc quand ça ressort, les personnes, elles doutent aussi de ce qu'elles disent. Et donc forcément que si, en face d'elle, elle a un thérapeute qui croit aux faux souvenirs, ou même qui émet la possibilité que, oh là là, attention madame, hein, attention la théorie des faux souvenirs, attention. Et vous imaginez la violence du truc, en fait. C'est extrêmement violent, en fait. Pour moi, enfin moi je vais peut-être pas m'enflammer, mais il devrait être interdit d'exercer, en fait, les thérapeutes qui croient aux faux souvenirs. Voilà, aux faux souvenirs de viol, hein, d'accord ? Puisque bien sûr, il y a des faux souvenirs qui peuvent être créés en hypnose, mais je veux dire, a priori, voilà, en tant que thérapeute, on ne va pas créer un faux souvenir. Et puis en plus, ce qui nous permet de savoir la vérité, c'est l'émotion qui est rattachée. Et c'est ce genre de détail dans le discours. Ça se crée pas, ça. Hein. Dalila, du coup, pour terminer, j'imagine, finalement, peut-on dire que le TOC, comme d'autres problèmes psy au quotidien, est un moyen d'avoir un contrôle sur une angoisse profonde causée par un événement passé et empêcher les émotions douloureuses qui en découlent d'émerger. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est toujours une manière de contrôler les émotions ? Je sais pas si contrôler. Parce que la plupart du temps, je pense que c'est contrôlé, mais il doit y avoir peut-être aussi éviter que ça se reproduise, pour s'assurer, pour mettre toutes les chances de son côté, que ça évite de que ça ne se reproduise pas. Mais de manière vaine, bien sûr, hein, parce que c'est pas parce que je compte jusqu'à 3 100 fois qu'il va rien m'arriver. Enfin, ça, c'est une manière qu'a le cerveau d'un enfant de se rassurer comme il peut, parce qu'il n'a pas d'autres moyens pour faire que ça n'arrive pas, en fait. Et là, on va avoir des discours psy, oui, c'est la pensée magique des enfants. Je veux dire, comprenons le fond du problème et la logique, puis après, on ira mettre des concepts sur les choses. Moi, j'aime bien quand c'est clair. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit ? Voilà, un TOC a toujours un sens, souvent en lien avec un traumatisme d'enfance. Quand le message est entendu et intégré, le TOC, comme tous les symptômes, s'en va. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Eh bien, il a quasiment duré 2 heures ce live, je pensais pas du tout. J'espère que ça a été. Et puis, je ferai peut-être un live sur la folie en novembre ou décembre. Je sais pas, mais ça me dit bien. Voilà. Comme ça nous fera gagner du temps en formation. Parce que mes élèves, ils m'ont demandé la dernière fois. Vous savez, j'ai commencé avec mes élèves début septembre, là. Voilà, c'est la rentrée des classes pour moi aussi. Donc, dans 1 an et demi, du coup, il y a une autre fournée, a priori, de thérapeute lucide qui arrive. Voilà. Ok ? Bon, bah vous dites plus rien. C'est que ça doit aller. Vous n'avez plus de questions, c'est que vous devez avoir tout compris. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis, je vous dis à demain. Maintenant, à demain, on se voit pas demain. Je vous dis à plus tard. Je vous dis
au 1er octobre. Ça va être très intéressant aussi. Bon voilà, vous êtes partis? Je vous fais des bisous, mais il n'y a personne qui me répond. Mais c'est parce qu'il y a eu un temps de décalage, hein. À moins que vous ne vouliez pas me faire de bisous, je sais pas. Donc je vais attendre d'avoir votre réponse et que vous me disiez au revoir pour couper, parce que sinon je vais couper comme ça, c'est pas drôle. Vous avez vu, j'ai un verre pas à pied aujourd'hui. J'avais envie. Bon anniversaire Henri, si il n'était pas là au début du live. Sinon ça va vous? Il fait chaud aujourd'hui ici, je sais pas comment c'est chez vous. Bon, vous êtes mort ou quoi là? Bon bah écoutez, salut les gars. J'ai l'impression que vous êtes sur Mars. Ah voilà. Ah c'est bon, aïe, vous me faites des coucous. Bon bah voilà, à bientôt, merci beaucoup, c'était très intéressant, voilà, tout ça, tout ça. Bon bah normalement c'est bon, du coup vous avez eu le temps de marquer vos bisous, salut, et puis c'est bien. Il y en a plein qui ont dû partir manger, coucher les enfants et tout ça. Ok, bisous.